Journal à la une de cette édition au tribunal pour commencer avec l'affaire Azoura Fall et Kairé. Le procureur a requis une peine de 6 mois de prison dont 3 mois fermes à leur encontre. Ils sont poursuivis pour diffamation et propos contraires aux bonnes mœurs. Et puis justice encore qui a également frappé en défaveur hier de l'ancien ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall placé sous bracelet électronique avec assignation à résidence. L'ancien garde des Sceaux est visé pour une affaire de corruption. Nous verrons les péripéties de cette peine dans ce journal. Et enfin, le monde de la santé en ébullition après l'assassinat de l'infirmier-chef Mamadou Samba Diallo au poste de santé d'Arafat. Une cessation d'activité a été décrétée par Anne Guessem en ce jour. Un point de presse est prévu dans les heures à venir pour préciser leurs revendications. Une journée de vendredi noir est aussi annoncée. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Au tribunal donc pour commencer avec l'affaire Azoura Fall et Kairé, le procureur a requis une peine de 6 mois de prison dont 3 mois ferme à leur encontre poursuivis pour diffamation et propos contraires aux bonnes mœurs lors de l'audience du 15 mars 2025 au tribunal des flagrants délits de Dakar. Le juge avait accordé une liberté provisoire à Azoura Fall pour raison de santé tandis que Kairé est resté en détention. Le procès initialement donc prévu le 15 mai avait été renvoyé à ce jour. Pendant ce temps, Haute Cour de justice activée. La commission d'instruction de la Haute Cour de justice a placé Ismaïla Madior Fall sous bracelet électronique avec assignation à résidence, une mesure d'assignation avec surveillance électronique. Cette dernière est cependant bien encadrée par la loi, notamment le décret de 2021 relatif aux procédures d'exécution et d'aménagement des sanctions qui en fixent les contours, des contours sur lesquels nous reviendrons dans nos prochaines éditions. En attendant, nous revenons cet après-midi sur le portrait d'Ismaïla Madior Fall. Le bracelet électronique, c'est ça qui va le permettre. Et ça, c'est du moderne. Donc quand on dit modernisation, ce n'est pas des mots. Ismaïla Madior Fall, juriste émérite et professeur titulaire de droit constitutionnel à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, est l'une des figures intellectuelles les plus en vue du Sénégal de ces dernières années. Proche collaborateur de l'ancien président Macky Sall, il a longtemps été perçu comme l'un des architectes juridiques du régime, notamment en matière de réforme institutionnelle. Nommé ministre de la Justice pour la première fois en 2017, Ismaïla Madior Fall a été reconduit à plusieurs reprises, ce qui témoigne de la confiance que lui portait le président Sall. Durant son mandat, il s'est illustré par plusieurs projets de réforme. La réforme du code pénal et du code de procédure pénale dont il a défendu la modernisation afin de l'adapter aux nouveaux enjeux sécuritaires et juridiques. Le projet de rationalisation de la carte judiciaire visant à améliorer l'accessibilité à la justice à travers le territoire national. Le projet de justice numérique incluant la dématérialisation de certains services judiciaires. Mais l'un de ses projets les plus emblématiques et aujourd'hui ironiquement symbolique reste l'introduction du bracelet électronique au Sénégal. Ismaïla Madior Fall est à l'origine de cette initiative qui a conduit à l'adoption en 2018 de la loi instaurant le placement sous surveillance électronique comme alternative à la détention provisoire. Il s'agissait d'un mécanisme visant à désengorger les prisons sénégalaises tout en respectant les droits des personnes en attente de jugement. S'ils font l'objet de condamnation pour certaines infractions et certaines condamnations, ils sont éligibles au bracelet électronique. Et on pourra leur mettre le bracelet électronique. Ils vont rester chez eux, vaquer à leurs besoins, pouvoir travailler et rester avec leur famille. Le dispositif a mis plusieurs années avant d'être effectivement déployé, les premiers bracelets électroniques n'étant utilisés qu'à partir de 2023 et 2024. Ironie du sort, ce même dispositif vient de lui être appliqué aujourd'hui dans le cadre d'une affaire de corruption présumée. L'ancien ministre est accusé d'avoir perçu des avantages indus dans le traitement de dossiers judiciaires sensibles sous son magistère. Pour beaucoup, il incarne la chute d'un homme qui, tout en prônant la rigueur et l'intégrité dans la gestion de la chose publique, se retrouve aujourd'hui pris dans les filets de la justice, celle-là même qu'il a contribué à façonner. Et très rapidement, nous restons toujours sur ce cas. Nous revenons très rapidement sur les contours de cette peine. Le bracelet électronique, c'est ça qui va le permettre. Et ça, c'est du moderne. Donc quand on dit modernisation, ce n'est pas des mots. Ismaïla Madior Fall, juriste... La loi restreignait les cas dans lesquels il ne peut pas y avoir de bracelet électronique. Par exemple, on avait exclu tout ce qui est détournement de deniers publics, etc., tous les crimes économiques et financiers.
J'avais même dit il faut modifier la loi. C'est lui qui a fait le circulaire qui a permis d'élargir le champ d'application de la mesure de placement sous bracelet électronique. Aujourd'hui, c'est à lui de l'expérimenter, inculpé pour des faits présumés de corruption. Ismaïla Madior Fall est placé sous bracelet électronique avec assignation à résidence, un mécanisme alternatif à la détention dont il est le principal initiateur. Pour certaines infractions et certaines condamnations, ils sont éligibles au bracelet électronique. Le placement sous bracelet électronique, tout comme la mesure de l'assignation à résidence, sont cependant bien encadrés, notamment par le décret du 11 août 2021 relatif aux procédures d'exécution et d'aménagement des sanctions. Selon l'article 22-2 du dit décret, l'ordonnance à assignation à résidence avec surveillance électronique précise la résidence dans laquelle la personne est assignée, ainsi que les jours et horaires d'assignation, les motifs pour lesquels la personne est autorisée à s'absenter de cette résidence. Le juge instructeur peut toutefois, à la demande de l'inculpé sans avis préalable du procureur de la République, modifier les horaires de présence dans les lieux d'assignation, tant que ça ne touche pas à l'équilibre de la mesure de contrôle, laquelle peut faire l'objet de mainlevée, soit d'office par le juge instructeur, soit sur les réquisitions du procureur de la République ou encore sur la demande de l'inculpé après avis du procureur. Cependant, la pose du bracelet ne peut être effectuée sans l'accord de l'inculpé. Ismaïla Madior Fall a ainsi préféré ce placement sous bracelet électronique en lieu et place d'une mise sous mandat de dépôt au moment où le présumé corrupteur et l'ex-directeur des constructions au ministère de la Justice n'ont pu l'éviter. S'il ne respecte pas ainsi cette mesure d'assignation à résidence, elle peut être révoquée par la commission d'instruction et il sera placé en détention provisoire. Et puis, dialogue national, à quelques jours de l'ouverture du dialogue national sur le système politique prévu le 28 mai prochain. Le facilitateur général, le docteur Cherguel, multiplie les consultations et missions de terrain qu'il a récemment conduit dans plusieurs foyers religieux du pays à la rencontre de figures spirituelles majeures. C'est à Thiès que le facilitateur a entamé sa tournée en rendant visite à Serine Ahmadou Mounirou Ndiegen, Khalif de la famille, avec qui il a échangé longuement sur les enjeux du dialogue. Étape suivante, Tienaba, où le Khalif général a appelé à une large participation. À Touba, le facilitateur a été reçu par Serine Muntaha Mbacké, Khalif général, dénourri au cœur des échanges, les termes de référence du dialogue, les objectifs visés et l'organisation d'élections libres, transparentes et respectueuses des principes démocratiques. Pendant ce temps, rebondissement judiciaire sur la scène politique ouest-africaine. La Cour de justice de la CEDEAO a tranché. Elle rejette le recours introduit par 9 opposants sénégalais, parmi lesquels Khalifa Sall, Pape Djibril Fall, Abdoulaye Wilane. Ces derniers contestaient la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue d'élections législatives anticipées, estimant que les décrets présidentiels de septembre 2024 violaient leurs droits civils et politiques. Mais pour la Cour, aucun fondement juridique ne permet d'établir une telle violation. Aucune preuve suffisante n'a été retenue pour prouver une atteinte aux droits des requérants, souligne la décision. À présent, lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité économique. Les institutions sénégalaises passent à l'action. Elles se sont regroupées en atelier national de sensibilisation et de plaidoyer sur la récupération et la gestion des avoirs au Sénégal. Objectif, renforcer la transparence, l'efficacité et l'implication citoyenne dans le combat. C'est dans un contexte marqué par la réduction des comptes, la lutte contre la criminalité économique, que le ZIABA, en partenariat avec la société civile et l'Action humaine pour le développement intégré au Sénégal, tient cet atelier. L'objectif, sensibiliser davantage sur le recouvrement et la gestion des avoirs mal acquis au Sénégal. Moins d'un an déjà de fonctionnement, l'ONDAC avait déjà 1 milliard de biens d'avoirs recouvrés de francs CFA, je précise. Nous sommes en 2025. Les avoirs qui ont été recouvrés peuvent être estimés à peu près à plus de 35 milliards. Donc, c'est vous dire simplement que le travail inestimable qui a été fait jusque-là. Je ne parlerai pas de biens mal acquis, mais je parlais d'avoirs criminels. Le défi du recouvrement, c'est le défi de l'amplitude du recouvrement, si vous voulez. Le spectre que le recouvrement devrait avoir dans le cadre de la prise en charge de ce phénomène au niveau du Sénégal. Une approche participative impliquant toutes les parties prenantes pour élaborer des messages adaptés aux réalités locales, mais aussi sur les outils pratiques pour sensibiliser efficacement les populations. Au-delà de la sensibilisation, à travers la participation,
dans le cadre de la formulation de certaines politiques, de certaines stratégies en la matière. Donc c'est pour ça. Quelle que soit la nature de l'avoir, il est possible justement de procéder à la saisie une fois identifié de ces avoirs, parce que susceptible éventuellement de confiscation. Il faut prendre des mesures conservatoires pour permettre l'exécution plus tard donc, de la décision de confiscation une fois prononcée. Par rapport au cautionnement dont font office certaines personnalités politiques sénégalaises qui ont maille à partir avec la justice, ces acteurs magnifient la démarche qui, selon eux, la somme recouvrée permettra de financer d'autres secteurs de développement. Cette caution devrait garantir le paiement des dommages et intérêts, devrait garantir le paiement des frais de justice, devrait garantir le paiement des amendes. C'est ça un peu le sens du cautionnement. Depuis quelque temps, beaucoup de leaders politiques, hommes d'affaires font des allers-retours au niveau du pôle judiciaire financier, cités sur des affaires de fraude ou de détournement présumé. Et puis nous en parlions dans les titres meurtre au poste de santé d'Arafat, le monde de la santé en ébullition à la suite de l'assassinat de l'infirmier-chef Mamadou Samba Diallo lors d'une attaque à main armée perpétrée par des individus non identifiés dont le poste. Angussum entre en grève pour exiger justice et sécurité. Ainsi, le bureau exécutif régional a décidé de cesser toutes les activités à partir de 9 h aujourd'hui, tout en maintenant les urgences et le service minimum. Un point de presse est prévu dans les heures à venir pour préciser leurs revendications. Une journée de vendredi noir est aussi annoncée par Mbalo Diatiam sur l'étendue du territoire au niveau de tous les districts sanitaires. Et puis note de colère également du côté du village agricole de Mbut. Les populations s'insurgent contre le projet Mbebus 2. Les tensions ont dégénéré en affrontement entraînant l'arrestation de plus de 29 personnes. Les habitants accusent le Promojet de vouloir imposer le projet sans aucune consultation préalable. Ils racontent une intervention violente des forces de l'ordre, descente dans les maisons, civils frappés, usage massif de gaz lacrymogène, y compris à l'intérieur des habitations. Les populations traumatisées dénoncent le mépris et la brutalité des autorités. Le collectif citoyen précise qu'il ne s'oppose pas au projet en soi, mais refuse son implantation sur des terres agricoles essentielles à la survie de plus de 700 maraîchers. Et puis hors de Dakar, toujours, les populations de Bantako, de leur côté, ont tenu un point de presse pour fustiger les nombreuses coupures de courant intempestives de l'état de leur route chaotique, en plus du manque criard d'eau dans le village. Durant ce point de presse, ils ont dit à qui veut l'entendre que si la situation n'est pas améliorée, ils passeront à la vitesse supérieure dans les prochains jours. Manque de routes praticables, pas d'électricité, manque d'équipement de personnel au poste de santé, absence d'ambulance, manque d'eau à l'école primaire du village de Bantako, manque d'enseignants. Bref, les mots ne manquent pas pour ce village qui souffre de tout. Si l'ERA est là, le village est content de ça, on ne pourrait même pas gagner un bon courant. Le courant va, c'est comme si les motos qui étaient là, ça va et vient, ça ne peut pas marcher. Les femmes qui ont des frigos, ou bien nos mamans, nos soeurs là, tous les frigos sont gâtés. Est-ce que vous voyez? On a nos amis commerçants qui sont là, les Wolofs là. Ça commence un petit qui a mais le courant ne nous permet pas de faire nos propres business. Donc ça ne peut pas marcher. La route là que nous avons, même pas d'ambulance, on a un poste de santé. Même si on appelle ici les sapeurs-pompiers ou bien les ambulances pour venir nous secourir ici, c'est un problème. Leur principal souci, c'est d'abord comment vraiment arriver ici à Bantako. L'impraticabilité de la route nationale numéro 7 conduisant à Bantako, les coupures intempestives d'électricité plombent ce village d'exploitation artisanale dans une insécurité totale. Nous avons un poste de santé qui n'a même pas d'ambulance. Notre poste de santé n'est pas bien équipé. L'équipement au niveau de notre poste de santé, ça reste. Le personnel aussi, ça manque. Il y a une entreprise qui nous sert en matière de courant, c'est-à-dire ERA. Mais c'est vraiment déplorable. La qualité du courant de ERA n'est pas la meilleure. L'économie du village ralentit, une baisse totale des recettes du jour au lendemain. Les femmes et commerçants souffrent énormément. Les coupures intempestives d'électricité imputées à l'entreprise ERA, les populations de Bantako ne savent plus à quel sens se vouer. L'ERA ne peut pas nous rabattre un bon courant, ils nous laissent encore avec la Sénélec.
Si ERA vraiment ne peut pas améliorer la qualité de son courant, si vraiment la Sénélec peut vraiment nous fournir, c'est notre principal souci. Joint au téléphone, le chargé de communication de ERA demande patience car des solutions sont en train d'être trouvées pour régler définitivement ce problème d'électricité à Bantakou. Des questions diplomatiques. À présent, le Premier ministre Ousmane Sonko poursuit des rapprochements avec les pays de l'AES en visite de 48 heures au Burkina Faso. Le chef du gouvernement a évoqué plusieurs accords déjà signés avec Ouagadougou. Si une partie de l'opposition critique cet alignement sur des régimes militaires, l'analyste politique Abdoulaye Mbow y voit une démarche pragmatique. Selon lui, dans un contexte marqué par les enjeux sécuritaires et économiques, le Sénégal ne peut se permettre de rompre ses liens avec ses voisins. Lors de cet entretien qu'il a accordé à la radio-télévision burkinabé, Ousmane Sonko a réaffirmé le désir et la nécessité pour le Sénégal et le Burkina Faso de travailler ensemble. Certains acteurs politiques dénoncent ce rapprochement entre Dakar et Ouagadougou, estimant que le Sénégal ne doit pas s'aligner derrière les pays de l'AES dirigés par des militaires. Une position que ne partage pas Abdoulaye Mbow, un analyste politique. C'est un regard pour moi assez minimaliste, le rôle diplomatique que pourrait jouer le Sénégal et par rapport véritablement à la CEDEAO et par rapport justement à l'AES, non sans revenir sur l'aspect le plus important selon moi, et c'est l'aspect sécuritaire. Parce qu'en réalité, il faut avoir une vision qui traverse les frontières, et parce que tout simplement, l'Afrique de l'Ouest doit, à mon avis, avoir une politique sécuritaire assez commune. En visite officielle de 48 heures au Burkina Faso, le chef du gouvernement a plaidé pour une approche inclusive face à la crise entre la CEDEAO et l'AES. Ousmane Sonko a par ailleurs souligné l'existence de 20 accords ratifiés entre Dakar et Ouaga et 23 autres en discussion avec le Burkina Faso. Ne saurait empêcher au Sénégal de travailler sur le plan économique par rapport aux relations économiques qui nous lient avec ces pays-là, et particulièrement le Mali. Est-ce que sur la base de présence véritablement militaire au pouvoir au Mali, nous devons aller dans le sens de tourner le dos à ces accords commerciaux, à ces accords économiques qui nous lient avec le Mali? Idem pour le Burkina Faso, idem pour d'autres pays. L'entretien entre Ousmane Sonko et la RTB a duré 45 minutes. Lors des échanges, le Premier ministre n'a pas eu un mot sur Guy Hervé Kam, détenu depuis 1 an à la prison militaire de Ouagadougou et qui a été l'un de ses avocats quand il était opposant et derrière les barreaux. Pendant ce temps, face aux tensions grandissantes au Sahel, la désinformation devient un véritable fléau. C'est le constat alarmant dressé par le CEDEM dans la zone Liptako-Gourma, à cheval entre le Mali, le Burkina et le Niger. Selon les résultats, les rumeurs infondées alimentent les conflits intercommunautaires, poussent les populations au déplacement et paralysent l'économie locale. L'étude a été menée au cœur du Sahel, dans le Liptako-Gourma, un territoire de 17 millions d'habitants, à cheval entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il ressort des investigations réalisées par le Centre de recherche pour la démocratie, l'éducation aux médias et le multilinguisme que dans la zone des 3 frontières, la notion de désinformation demeure largement imprécise pour la majorité des populations. Donc nous avons trouvé dans cette étude qu'à la base, il y a une mauvaise compréhension de cette désinformation. Et deuxièmement, il y a aussi, il faut le dire, la désinformation est en train de devenir de plus en plus un phénomène un peu politique. Et parler de désinformation, peut-être dans certains contextes, reviendrait à soutenir X ou Y. D'après l'enquête, l'ingérence des forces étrangères, telles que la Russie, contribue à la percée du phénomène. Les populations se retrouvent piégées au milieu d'une guerre d'influence. Les conséquences de la désinformation sont assez importantes dans le Liptako-Gourma, indiquent les résultats de l'étude. Comme impact, bien évidemment, c'est le manque de confiance vis-à-vis des institutions étatiques, c'est l'impact même sur le vécu social, le déplacement des populations, donc dont l'information, la manipulation de l'information vient nourrir cela. Et donc quand il y a un petit problème, ça devient un gros problème. Parce que les gens n'ont plus confiance à ce qui circule.
Pour les recommandations, le Centre de recherche pour la démocratie, l'éducation aux médias et le multilinguisme insiste sur la nécessité d'encourager la recherche et la production de connaissances sur la désinformation dans cette localité et de favoriser la coopération entre initiatives de lutte contre le désordre de l'information. Très rapidement, une note de sport. Le CNG, le Comité national de gestion de la lutte, a décidé de suspendre le lutteur Zarco en lui retirant sa licence et en l'écartant de la lutte jusqu'à nouvel ordre. Cette sanction fait suite à un incident violent lors d'un combat de MMA à Abidjan. Bien que Zarco ne se soit pas présenté devant le CNG, son manager a été entendu par la commission disciplinaire. Nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, l'ancien garde des Sceaux Ismaël Madior Fall placé sous bracelet électronique avec assignation à son domicile dans une affaire présumée de corruption selon Sud Quotidien. Cela fait suite à sa comparution devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Selon toujours le journal du ministère de la Justice à l'assignation, l'ancien garde des Sceaux Ismaël Madior Fall a été rattrapé par un marché controversé selon le journal Sud Quotidien qui souligne que le défilé des anciens ministres sous Macky Sall se poursuit devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Selon Source A, en initiant le programme des bracelets électroniques, l'ancien ministre de la Justice n'imaginait pas qu'un jour il emporterait un. Toutefois, selon Source A, il est plus chance que son accusateur, le promoteur immobilier Cheikh Gueye. L'info parle de retour de bâton pour Ismaël Madior Fall. L'ancien garde des Sceaux est placé sous bracelet électronique avec une assignation à résidence. Le bracelet électronique a l'avantage de lui éviter la prison au moment où le présumé corrupteur et l'ex-directeur des constructions du ministre de la Justice ont été placés sous mandat de dépôt. La tribune lui parle de revanche des vainqueurs avec le bracelet électronique que va porter désormais Ismaël Madior Fall. Le quotidien lui indique que dans l'affaire Tahirou Sarr risque de prendre une tournure, un cautionnement bien inutile selon le journal. C'est bien son argent enregistré mais sa liberté provisoire refusée. La consignation, une politique deux poids deux mesures. Les Échos lui fait état du Sénégal est condamné sur fond de malentendus. À l'origine, une Américaine voulait écouter de la musique qu'il mette. Serigne Saliou Ndoye a répondu qu'il préfère écouter le Saint-Coran. La communauté lance une pétition pour exiger justice. De retour au Sénégal avec l'Observateur qui souligne que l'ouverture de procédure pénale est pour cause. Il existe des zones d'ombre d'une opération fantôme à près de 17 milliards 400 et l'État, la Banque agricole et les conventions de substitution de débiteurs sans aucun lien formellement établi ni justification solide. Libération lui souligne avec l'exploitation de l'or à Mako après les contrôles de la douane et du fisc, Petrol Mining Company dans la tourmente pour 16 milliards. En politique, le peuple quotidien fait savoir que des avis divergent au FDR sur le dialogue social. Khalifa Sall, coordinateur, invite le ministre de l'Intérieur à saisir directement les entités politiques. Babacar Gaye, lui, parle de nabokérisme versus nyolankisme. Vox Populi lui annonce que les ventes d'oignons des agrobusiness sont suspendues du 22 mai au 15 juin 2025. Le directeur général de l'Agence de régulation des marchés veut permettre aux petits producteurs ne disposant pas de capacité de stockage d'écouler leur production dans des conditions favorables. En sport, Tribune Sport charge de la Ligue Pro et titre médecin après l'enterrement sur le fait de la présence d'ambulances pendant les matchs. Bonne lecture. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.